Bonjour tout le monde et bienvenue sur Nos langues dans ton oreille, un podcast confiné et réconfortant où on va parler bouquins, on va parler lecture, on va parler langue et peut-être même langage. Moi c'est Eric. Et moi c'est Isabelle. Et aujourd'hui Isabelle, de quoi parlons-nous ? Eh bien on va parler de relecture, donc on va en reparler, je pense que c'est l'occasion, en plus comme on a tous des stocks de bouquins déjà lus chez nous, c'était l'occasion de se pencher un petit peu sur le sujet. Tout à fait, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire finalement. Au début je me disais et en fait si. Et d'ailleurs, est-ce que tu as lu ou relu des choses ces derniers temps ? Oui, il se trouve que tout à fait. J'ai pas relu ce que j'avais l'intention de relire, c'est-à-dire Les Tropismes de Nathalie Sarraute, mais j'ai pas vraiment relu en fait. J'ai recommencé un livre en ayant bien la ferme intention de le finir, qui en fait non, quand je dis ça d'emblée, en fait c'est voué à l'échec parce que j'ai commencé Les Confessions de Rousseau, que j'avais commencé à lire quand j'ai acheté le bouquin il y a une dizaine d'années. Et j'avais jamais poursuivi au-delà des quelques premiers chapitres. Et donc là, je suis bien avancé dedans, sauf que donc nous sommes confinés et je n'ai que le premier tome en fait. Enfin, je n'ai que les 6 premiers livres. Donc ça sera pour une prochaine fois. Tout ce suspense. Voilà. Donc je suis dans Rousseau et c'est assez intéressant. Une fois de plus, j'y fais plein de parallèles avec moi-même, avec mon propre caractère et tout, mais je pense que c'est un peu le but de l'autobiographie, que les gens se reconnaissent dans le parcours de la personne. Après, chez Rousseau, c'est particulièrement pas dans son programme, puisque dès le début, il dit je suis unique, enfin, je forme là je sais plus comment. Un projet qui... Oui, je vois très bien le pacte autobiographique. Et dont l'exécution ne connaîtra point d'imitateur. Mais j'ai envie de dire, moi voilà, j'en suis dedans, j'ai pas grand chose à en dire de plus. Par contre, j'aimerais bien savoir ce que tu as lu toi avec tout le temps dont tu as disposé ces derniers temps. Moi justement j'ai relu quelque chose cette semaine, vraiment pile cette semaine. Alors c'est un double, et c'est marrant parce que c'est sur les raisons de relire quelque chose. Quand on a annoncé la fermeture des écoles et des collèges, Ouais. j'ai une très bonne élève qui est venue me voir, qui me dit « Mais madame, mais qu'est-ce que je vais lire ? Qu'est-ce que vous me conseillez ?» Et je sais pas pourquoi. Moi, la situation épidémie, tout ça, je lui ai dit « il me semble que Pars vite et reviens tard de Fred Vargas, ça pourrait te plaire. » Mais sans volonté absolue de le relire, même si j'en ai parlé avec 2-3 personnes. Mais avec le fonctionnement Facebook, tu sais, on a des souvenirs. Oui. Enfin, moi, j'adore les souvenirs Facebook. Et il y a un moment, ça met la phrase que vous avez postée il y a pile 10 ans. Et il y a 10 ans, j'ai posté la phrase « Dans la nature, on néglige trop souvent l'extraordinaire puissance de la courge ». Et j'ai adoré cette phrase. Je me suis dit « Mais elle est merveilleuse, cette phrase, d'où la tenais-je ?» Voilà, je ne savais pas du tout d'où elle venait, donc je l'ai tapée dans Google pour retrouver l'origine de ce... Et en fait, c'était un extrait de Pars vite et reviens tard. Donc je me suis dit, il faut que je m'y mette. Et j'ai tout relu cette semaine, et c'est rigolo parce que puisqu'on parle de relecture, donc c'est un livre que j'ai lu quand j'étais au lycée en prépa. Enfin, je pense que je l'ai lu au lycée, mais que j'ai dû relire justement en prépa. Je sais pas trop comment ça se fait qu'il y ait 10 ans, j'en ai reparlé. Enfin, en tout cas, voilà, c'était une lecture assez ancienne. Et je me rappelais très bien de plusieurs choses. Et Fred Vargas, elle écrit des romans policiers. Enfin, c'était une historienne. Et elle écrit des romans policiers. Et ce qui est marrant, c'est que je me souvenais de tous les trucs un petit peu anecdotiques du livre, et pas du tout de l'intrigue policière. Donc je savais plus du tout qui était le coupable, pourquoi, comment. C'est bien ça. Donc j'ai retrouvé des moments avec plaisir. Voilà, tout ce qui est caractérisation des personnages, certaines phrases. J'ai retrouvé cette fameuse phrase sur la courge. J'ai retrouvé certaines scènes dont je me souvenais très bien. Mais par contre, j'ai reparcouru l'intrigue policière avec une candeur et une naïveté totale, qui fait que j'ai vraiment été surprise par le dénouement. Donc c'était plutôt une relecture cool, avec le plaisir de revoir des moments qu'on aime bien. Et quand même, j'ai gardé le suspense. C'était une lecture suffisamment ancienne pour que je garde le suspense du roman policier, quoi. Bah ouais, c'est plutôt riche comme expérience de relecture. Voilà, donc j'ai lu que ça cette semaine, et la semaine d'avant, j'ai fini de lire mes histoires de boudin. Voilà, bon, ça c'était... J'en ai déjà parlé la dernière fois, donc je vais pas m'étaler sur le sujet. Mais tu vas pas tartiner du boudin. Mais figure-toi que j'avais envie d'en manger, mais comme j'ai restreint mes courses... Ah oui. Voilà, pas de boudin.
La page Wikipédia consacrée à la relecture nous informe que la relecture est une activité consistant à relire un texte. Elle peut avoir différentes motivations. Pour son auteur, avant la publication du texte, elle peut servir à détecter d'éventuelles erreurs. Pour le lecteur, quand le texte est publié, elle peut notamment servir à mieux apprécier la construction d'une intrigue jusqu'à la révélation finale qui l'a surpris à la première lecture, par exemple. Voilà ce que nous dit Wikipédia. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé à la relecture, de la part de la personne qui écrit. Oui. Ce qui est bête. Moi, j'ai eu une expérience comme ça il y a quelques temps, parce que dans mon coin, j'écris des petites histoires. Mm-hmm. Qu'en général, je fais pas lire d'ailleurs, mais voilà, des fois, j'écris des petites histoires. Et j'en ai retrouvé une que j'ai écrite visiblement en 2013, je crois. Alors, on est en 2020, donc ça fait un petit bout de temps. J'avais complètement oublié avoir écrit ça, mais complètement. Et c'était marrant parce que je pense que c'était pas un truc achevé, c'était quelques pages d'un truc, et je pense que j'avais complètement lâché parce que je m'étais dit je vais nulle part, c'est pas intéressant, je m'étais auto-saoulée. Et en fait en le relisant j'ai fait mais en fait ma lecture je l'ai pas trouvée nulle, tu vois, alors que je pense que quand on produit quelque chose on a quand même un regard critique en se disant j'arrive pas vraiment à faire ce que je veux, et je trouve que pour quelque chose que j'ai écrit donc quand j'avais 2013 21 ans, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, j'étais plutôt contente de moi. Mais j'étais pas contente de moi, j'étais contente de la personne que j'étais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Comme je me souvenais plus, pas. Tu sais, c'est comme si c'était pas toi qui l'avais écrit. Voilà, je l'ai lu avec un regard extérieur, ce qui était assez cool, c'était une expérience assez marrante de découvrir quelque chose qu'on a produit. Bien sûr. Sans se souvenir de l'avoir produit, en fait. Ouais. Donc voilà, c'est juste que l'article Wikipédia évoque ça en moi. Donc, c'est bien d'ailleurs que tu te concentres sur cette première phrase, parce que la deuxième, moi, elle me hérisse le poil. Pour le lecteur, elle peut servir à mieux apprécier la construction d'une intrigue. D'accord, ok, donc lire, en fait, c'est juste apprendre une histoire. Quoi. C'est marrant parce qu'on dirait justement qu'ils se fondent sur un peu ce que j'ai dit quand je te parlais de Par vite et revient tard. Ouais. Oui, c'est ça. On dirait un peu qu'ils se fondent essentiellement sur de la lecture de policiers ou de polar. Mais sauf que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui croit que lire un roman, c'est lire un polar, en fait, sans le savoir. Comment ça ? Dans les attentes que les gens peuvent exprimer sur les réseaux, sur les machins. Je parle pas forcément de gros lecteurs, mais en même temps, pourquoi pas. Moi, souvent, quand je discute de bouquins avec des gens que je connais pas très bien, etc., je me rends compte que ce qui intéresse beaucoup de monde, c'est juste qu'on leur raconte une histoire, ce qui est légitime. Mais on passe à côté de tellement de choses. Moi j'ai l'impression que c'est ce que je veux en premier, qu'on me raconte une histoire. Après, je pense que c'est indissociable. Alors, je sais pas exactement comment formuler ça. Ce qu'on va me raconter, c'est ce qui va m'amener vers le livre, et ce qui va me faire rester, c'est la manière dont c'est raconté. Pour prendre un autre cas que le roman, mais où il y a quand même des histoires, le gros truc par rapport au spoiler, sur lequel on reviendra peut-être un jour, mais c'est la tragédie. Une tragédie, ça a l'air d'être construit sur l'arrivée d'une fin, mais tout le monde est censé connaître la fin, en fait. Oui. En tout cas, la tragédie classique. Moi, c'est ce que j'aime bien. Moi je suis très fan de l'idée de divulguer la fin. Enfin, moi, je suis le genre de personne à aller quelques pages en avant, juste à avoir la confirmation pas forcément dans un policier, parce que j'en lis très très peu, mais oui, s'il y a un point un petit peu, je suis le genre de personne à tourner les pages pour savoir plus vite. Je suis même le genre de personne à lire les résumés des épisodes avant de regarder une série. Mais ça m'empêche pas de la regarder, effectivement. Oui. C'est vrai que moi, en même temps, il y a une espèce de réflexe de protection qui fait que j'ai envie d'entrer dans le... Mais plus dans les films et séries que dans les livres. J'ai envie d'y entrer vierge de toute explication, avis. Parfois, je considère même comme un spoiler le fait que quelqu'un me dise qu'il a aimé ou pas, tu vois. Donc parce que ça parasite ça, dans ma tête en tout cas, c'est pas forcément très très sérieux comme impression, mais
ça parasite mon rapport à l'œuvre que je fantasme comme un truc euh, euh, hors culture, etc. Alors que bien sûr que non, on arrive toujours devant une œuvre avec la tête pleine d'une vie, donc la tête pleine d'une culture. Je pense que dans la question de la lecture et de la relecture, il y a un premier point sur lequel on accroche, c'est ça pourrait être, dans une certaine naïveté, pourquoi relire si je sais déjà comment ça finit? Moi, ma réponse, c'est que justement, on relit ce qu'on a aimé et c'est retrouver un... voilà, quand on aime une œuvre, je suppose qu'on a envie de se retrouver dans l'ambiance dans laquelle elle nous a plongé. Mm-hmm. Donc c'est tout simplement, voilà, enfin je sais pas, moi si j'aime bien une recette, j'ai envie de la refaire. Bah oui, c'est ça. C'est tout naturel. Et pour continuer dans le fait que... Non, mais je dis ça parce que moi, quand je parle de relecture, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est pas très répandu, en fait, le fait de relire. Ah oui, moi j'ai quand même l'impression... Moi j'ai souvent envie de relire. Et c'est peut-être pour ça aussi que je comprends pas... moi je suis toujours dans le rapport matériel aux choses. J'ai beaucoup de mal à me séparer de mes livres, même ceux que j'ai pas trop aimé parce que je me dis, ah bah oui, mais si dans quelques années je le relis et qu'en fait j'aime bien... Et oui. Là par exemple, en déménageant, j'ai viré une bibliothèque et je me suis dit, tous ces livres-là, j'en ai pas besoin, je les ai mis dans un placard. J'ai pas encore réussi à les donner, tu vois. Parce que je me dis, ah ouais, mais peut-être que justement ce jour-là, j'aurais envie de lire tous les Platons. Et c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose d'inévitable, c'est pas un truc en plus, tu vois, c'est pas un truc pour ceux qui ont le loisir de le faire ou pour ceux qui ont... En fait, l'apprentissage même de la lecture se fait par la relecture. Et je parle pas seulement d'apprendre à lire, mais apprendre à devenir un lecteur de livres. Parce que quand tu réfléchis aux premiers livres que les gens lisent dans leur vie, oui. Des livres pour enfants, des livres d'images, etc. Enfin, je sais pas si des gens qui n'ont pas d'enfants autour d'eux se rendent compte, mais ça se lit en boucle, quoi. C'est ça qui est cool. Voilà. Et il y a quelque chose qui se perd après, du coup, pour que moi je rencontre autant de gens qui disent non, moi je relis pas. J'avais l'impression que entre les élèves que j'avais quand j'étais prof et les gens autour de moi, dans mes fréquentations, mes amis plus ou moins proches, je pouvais compter sur les doigts de la main les personnes qui relisaient des livres. Après, moi je pense qu'il y a aussi la manière dont on relit, dont je me suis rendu compte justement à force de faire ce podcast avec toi, que je relis beaucoup mais en diagonale parce que je prépare les livres, tu sais, pour la phase où on se fait deviner des extraits. Il y a vraiment ce côté, j'ai une idée vague de ce que raconte ce livre, j'ai une idée vague de ce que je vais y trouver, et je sors des livres de ma bibliothèque et je les refeuillette, mais du coup je reparcours, enfin, je relis vraiment quelques passages, quelques livres en diagonale, et ça me fait tellement plaisir des fois de replonger dans des livres que j'ai pas sortis depuis des années en fait de leur bibliothèque. Enfin, ils sont là, je les connais, je sais qu'ils sont là, mais je les rouvre pas. Et le fait de rouvrir et de relire, ne serait-ce que des petits passages, de reparcourir, alors c'est pas une relecture comme vraiment se dire voilà, je le relis de la page 1 à la page 250 et puis j'ai relu le livre. Mais par contre, j'aime beaucoup, et ça c'est quelque chose que j'avais jamais fait comme habitude, vraiment de se dire là j'ai une demi-heure, je sors ce bouquin et puis je le feuillette. Et ça c'est une nouvelle expérience de relecture que j'avais pas pu faire avant. Ouais, ouais. Comme tu dis, c'est quand même c'est quand même de la lecture, quoi. Oui, et justement c'est quelque chose que je vais pas noter comme lecture. Enfin, si je croise quelqu'un, il va me dire qu'est-ce que t'as lu récemment. Je vais pas lui dire j'ai refeuilleté vite fait Belle Amie. Ouais. Non, je vais pas l'inscrire dans mes pratiques de lecture réellement, mais ça me replonge quand même dans des œuvres. Et ouais, oui. j'aime bien. Bah oui, finalement, qu'est-ce qu'une lecture c'est pas sûr que tout le monde voit ça de la même façon, et après tout, ça te replonge dans l'œuvre, ça te la remet en mémoire, etc. Et pourquoi est-ce que on ne pourrait pas voir ça comme une lecture à part entière, hein? En tout cas, comme une technique de lecture. Ouais. Alors que par exemple, moi je sais pas, j'ai été effrayée on s'éloigne peut-être un petit peu de la relecture, mais alors je sais pas, c'est dans les pubs YouTube, je pense, ou un truc comme ça. C'était une appli
je sais pas exactement qui vendait ça. C'était une entreprise, je suppose, qui se proposait de te... c'était un peu le principe du Rider Digest, c'est ça? Qui se proposait de te résumer en fait des bouquins à leur essentiel. Et vraiment, le truc, c'était mais qui a le temps de tout lire, tout ce qu'il veut Je pense même que ça concernait des articles. Ouais. Mais en fait, voilà, l'idée, c'était vraiment de gagner beaucoup de temps pour lire beaucoup de choses. Et par contre, ça m'a... Enfin, je préfère... Et justement, c'est là que j'en viens avec le rapport à la relecture, qui est que moi, je suis assez triste quand je me rends compte que je me souviens plus... Enfin, quand quelqu'un me parle d'un roman, je fais « Ah bah oui, celui-là, je l'ai lu », et puis que la personne veut m'en parler et que je suis là « Ah ouais, mais en fait, je m'en souviens pas. Ouais. » Enfin, je sais que je l'ai lu, mais j'ai vraiment des souvenirs beaucoup trop lointains. Ouais. Et c'est justement ce genre de choses qui me donne envie de le relire, parce que je me dis à quoi bon l'avoir lu si j'en ai pas de souvenirs. Et j'ai l'impression que ça s'ancre davantage. Enfin, les livres que j'ai relus, là par contre, j'ai l'impression qu'ils font partie intégrante de moi et Ouais. j'ai gagné un rapport un peu plus personnel à certains livres. Et je pense que c'est aussi pour ça que dans le niveau d'appréciation des gens, que ce soit dans les livres ou dans les films, je sais pas, il y a un peu ce côté de la personne ah tu connais ce bouquin-là, ah ouais, je l'ai lu 3 fois, ou ce film, ah bah oui, je suis allée le voir 3 fois au ciné. Tu vois, il y a aussi une validation par l'envie de se frotter à l'œuvre. Bah oui, c'est une forme de validation, et comme tu dis, en fait, on oublie avec le temps, ce qui est normal. Donc il y a une question de mémoire, mais je pense qu'on oublie aussi, en fait, quand tu lis, il y a un certain rapport qui se fait entre toi et le texte, quoi. Il y a quelque chose qui passe, et selon plein de choses, pas forcément l'humeur, mais selon qui t'es, quel âge tu as, qu'est-ce que tu as lu à côté, quelles sont tes préoccupations au moment où tu lis, ben on pourrait lister pendant des heures tout ce qui fait que on est différent d'un jour à l'autre. Mais du coup, la lecture et l'appréciation, enfin pas l'appréciation dans le sens si on aime ou pas, mais ce qu'on retient de l'œuvre peut changer du tout au tout. Et moi, là, ça me fait penser comme exemple à des choses que j'ai lues quand j'avais 15 ans, et que j'ai relu 10 ans plus tard, et que j'ai relu encore 10 ans plus tard, et à chaque fois, j'ai vécu autre chose, quoi. Je parle notamment du Rouge et le Noir de Stendhal. Oui. Qui est un des premiers, entre guillemets, vrais romans, non, je devrais pas le dire comme ça, qui est un des premiers grands romans, la littérature, on va dire, classique, enfin du roman classique, quoi, du 19e que j'ai lu. Et quand je l'ai lu à 15 ans, pourtant j'ai apprécié, hein, j'ai aimé le lire, mais je me souviens, tout ce dont je me souviens de cette première lecture, c'est d'avoir focalisé sur la prononciation du nom de Monsieur Valenod. Parce que dans ma tête, je prononçais Valenod. Et ça me paraissait, ça me tracassait, parce que ça me paraissait bizarre que quelqu'un s'appelle Valenod dans un roman du 19e, en fait. Dans ce Pourquoi monde très bourgeois, très... Non. Ça paraissait être un nom de science-fiction. Mais j'arrivais pas à le lire autrement, et je me souviens qu'au bout d'une centaine de pages, je me suis, ou 50, je me suis forcé à changer la prononciation. Je sais pas si c'est quelqu'un autour de moi, mais j'en parlais pas trop, j'avais des lectures assez solitaires. Je parlais pas trop de mes bouquins avec la famille ou avec les amis. Mais je me souviens de l'avoir lu notamment à la plage à Cannes un été, j'allais pas en vacances à Cannes, hein, j'habitais à Cannes pour pas qu'on me juge. Donc je me souviens de ça m'avait vraiment pris la tête, quoi, de me dire ah, il faut que je le prononce autrement. Et donc évidemment ensuite quand je l'ai relu un peu plus tard à l'université dans un cours sur l'année 1830, j'y ai vu tout un tas d'autres choses. Entre-temps, je l'avais relu indirectement, parce que ça faisait partie des bouquins qui étaient centraux dans l'analyse de René Girard dans Mensonges romantiques et vérités romanesques, qui est un bouquin à la fois fascinant et à la fois
complètement à côté de la plaque en matière de ce que c'est que la littérature. Enfin, je devrais pas le dire comme ça, mais... Bon, pour ceux qui se demandent qui est René Girard, c'est un type qui n'aimait pas du tout la psychanalyse, qui voulait expliquer la psyché humaine différemment, et qui a fini par enseigner dans des universités où il avait des étudiants qui s'appelaient Mark Zuckerberg, je crois, des choses comme ça. Et la thèse de ce bouquin, c'est que le désir est triangulaire. On ne désire pas une chose, on désire une chose pour être comme quelqu'un. Je vous laisse méditer. Bon. Et bon, ça, évidemment, c'était dans les années 70, donc ça avait une certaine fraîcheur. Depuis, l'idée a fait son chemin, le désir triangulaire. Et c'est très intéressant, sauf que tous ces exemples sont des exemples littéraires. Et pour lui, typiquement, la page Wikipédia, elle est parfaite. Parce que il ne retient des œuvres que les actions des personnages. Voilà, bon, je veux pas m'attarder, je suis vraiment là, c'est typiquement un esprit labyrinthique, parce que je suis arrivé à parler de René Girard, alors que ça n'a rien à voir avec la relecture, mais en gros, voilà, Le Rouge et le Noir, je l'avais lu quand j'étais ado, et ensuite, je l'ai retrouvé dans ce bouquin à 20 ans, et ensuite, je l'ai vraiment relu à la fac, et c'est vraiment donc à cette deuxième lecture et demie que je suis vraiment tombé amoureux de ce bouquin. À l'époque, donc on a encore une autre lecture à envisager. Donc à la troisième lecture, donc c'est vraiment là où j'ai commencé à adorer ce livre, mais plus pour le côté humour, regard cynique donc plus pour la question, on va dire un peu narrative du rapport au personnage. Et dans mes dernières lectures qui étaient lors d'une préparation d'agrégation abandonnée, c'était l'année d'avant qu'on la passe tous les deux, là vraiment ça a été un rapport personnel où j'ai commencé à me dire mais putain, mais ce mec il écrit trop bien. En parlant de Stendhal. En parlant de Stendhal. Mais en fait, j'arrête pas de le... Tu vois, ça, c'est quand un livre finit d'être livre et commence à être vraiment culture, parce que je sais que en lisant Le Deuxième Sexe de Beauvoir, Stendhal est à peu près le seul dont mes souvenirs, tu me diras, peut-être tu l'as lu plus récemment, mais qu'elle sauve en fait parmi les écrivains et leur misogynie, parce que Stendhal, elle dit, voilà, lui, il sait écrire des personnages féminins. Ah, c'est rigolo parce que on glisse doucement vers ce que je voulais dire aussi sur la relecture, parce que là tu pars donc de Beauvoir qui le sauve parce que elle a l'impression que ces personnages féminins sont de réels personnages féminins. Mm-hmm. Et moi je trouve que ça recroise bien ce que tu dis sur l'histoire de la relecture, qui est si tu le fais à des moments suffisamment écartés de ta vie pour que toi tu aies changé, peut-être grâce à des lectures d'ailleurs entre-temps, donc t'as un dialogue qui se fait entre tes différentes lectures, mais aussi avec ton expérience vécue et une œuvre. Mm-hmm. Enfin, moi j'ai quelques exemples en tête. Alors déjà, voilà le parcours intellectuel qui est que moi, quand j'étais en prépa, on m'a fait lire les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, qui sont encore actuellement un des livres que j'adore, que je relis tout le temps et par extrait. Mm-hmm. Et moi, je me rappelle que j'avais très, très mal compris un extrait, parce que tous les jeudis, on devait proposer une analyse d'un extrait. Il y avait tout un extrait où il dit et puis si tu peux pas changer, je crois que l'expression c'est sors de la vie. Et en fait, c'est tout un truc sur le suicide, et j'avais pas du tout capté à l'époque qu'il parlait de ça. Et en fait, aujourd'hui, je sais, quand je relis ce passage, je me dis mais comment j'ai pu passer à côté. Enfin, c'est très très clair. Donc voilà, donc là, il y a déjà je sais pas, un accroissement des capacités qui fait que je comprends, à mon avis, un peu mieux certaines œuvres. Et puis, il y a le rapport éthique. Là, j'ai fini la lecture d'une bande dessinée qui m'a été offerte par ma sœur, qui est Avez-vous lu les classiques de Soledad. On retrouvera la référence. Alors justement, ça m'a fait penser à toi, parce que c'est le genre de BD qui résume des classiques, et je me suis dit, ok, bon ça ne nous dit rien du tout, parce que justement, ça ne résume que l'intrigue, ouais. Et tu perds tout. Et vraiment, elle m'a déçue, cette BD, parce que justement, elle m'a... des œuvres que j'adore, parce qu'il y a vraiment beaucoup de livres que j'aime énormément dans cette BD, et je me dis, ah bah oui, effectivement, si tu les racontes comme ça n'a aucun intérêt.
Voilà, enfin, il y a L'Amande, Marguerite Duras, il y a La promesse de l'aube de Romain Gary. Enfin voilà, il y a plein de choses que j'adore, et une fois qu'on te les résume, tu fais oui, bon bah, ça perd beaucoup de son intérêt quand on n'a pas la plume de l'auteur, quoi. Ouais. Mais bon, et la dernière œuvre qui est résumée dans cette BD, c'est Autant n'emporte le vent. D'accord. Qui est une passion d'enfance. Quand j'avais 7-8 ans, je me déguisais en Red Butler et je rêvais d'avoir une moustache. J'ai été très déçue quand j'ai appris que je ne pourrais pas avoir la même moustache que Red Butler. Et mais voilà, parce que quand j'étais toute petite, je pense vraiment, j'avais 7, 8, 9 ans, ma mère m'a mis devant le film. Ouais. Et à l'adolescence, j'ai pu lire le livre. J'ai pu lire le livre que j'ai aussi adoré, dévoré, tout ça. Et bah justement, après, au lycée, et puis après dans le supérieur, il y a quand même ce moment où tu sais que tu découvres quand même que dans la guerre de sécession et tout ça, Ashley et Scarlett, ils sont pas du côté que tu préfères, en fait, du tout. Quand après tu découvres que bon, la fameuse histoire que t'avais pas trop compris quand t'étais petite, c'est qu'ils font partie du Ku Klux Klan. Voilà. Et pendant très longtemps, j'ai vraiment ce rapport à Autant n'emporte le vent qui est une œuvre que j'adore. Enfin vraiment, il y a vraiment ce côté qui est ancré en moi parce que depuis que je suis petite, je vis avec ces personnages-là. Et donc j'ai longtemps eu j'aime bien Autant n'emporte le vent même si c'est ultra raciste. Et depuis 2 ans, je suis un peu en mode est-ce que je peux encore dire que j'adore une œuvre en dépit. Voilà, je peux pas juste sauver l'œuvre parce que je l'ai découverte quand j'étais petite et que j'avais pas les capacités de comprendre tout ce qui est problématique dedans. Et je l'ai pas relu, je l'ai pas relu, mais ce serait un travail qu'il faudrait que je fasse, de relire le livre. Et je me demande justement si ça bloquerait pas tout. Enfin, ouais. Parce que est-ce que j'arriverais encore à mettre de côté ce côté oui bon d'accord ils font partie du Ku Klux Klan mais c'est quand même une très jolie œuvre tu vois. Et je me dis qu'aujourd'hui j'y arriverai pas et voilà est-ce que je veux brouiller tous ces bons souvenirs d'enfance parce que moralement actuellement j'ai pas vraiment envie de cautionner une œuvre qui évoque le Ku Klux Klan sur un mode tranquille. Donc est-ce que ta relecture elle te permet de sauver des œuvres que tu avais peu aimé, peut-être à laquelle t'avais pas les moyens de rendre justice, par exemple pour certains classiques que on te met dans les mains quand t'as 15 ans et voilà. Est-ce que ça te permet peut-être de re-rencontrer des œuvres? Et à l'inverse, est-ce que une lecture tardive ou avec des armes en plus, elle va pas avoir un petit côté crépuscule des idoles qui fait que t'as un livre que t'as adoré et puis tu le relis 10 ans plus tard en te disant que ce soit moralement ou en termes vraiment esthétiques, narratifs, enfin poétiques, sur la qualité de l'œuvre, est-ce que ça te plaît encore? Bah, ta question est légitime, de se demander si une relecture ne vient pas gâcher, en quelque sorte, le souvenir de quelque chose qui nous a plu. Mais en fait, il n'y a pas à se faire de cas de conscience par rapport à ça. Si la relecture révèle un défaut, et parfois ça peut être grave, dans le cas de, en fait, carrément un défaut, pas dans le sens un petit défaut, mais dans le sens de un problème comme le racisme du contexte, enfin, en tout cas, c'est pas le racisme, parce que c'est pas particulièrement raciste, si j'ai jamais vu ou lu Autant n'emporte le vent, mais j'ai vu que des extraits, et ça a pas l'air raciste, mais justement, c'est cette édulcoration de ce que c'est que le Sud américain pendant la guerre de sécession, qui est problématique. Oui. Bon, mais en tout cas, ce que je voulais dire par là, c'était que si la relecture montre un problème dans l'œuvre, il n'y a pas à reculer sous prétexte que on a un bon souvenir de l'œuvre. Ce souvenir, lui, il n'y a pas à l'entacher. C'était à une époque où, enfin, en tout cas, il y a un examen à faire, il y a une critique à faire de pourquoi on a aimé à l'époque. Mais à l'inverse serait beaucoup plus problématique, c'est-à-dire essayer de sauver l'œuvre, non pas en l'examinant pour elle-même, telle qu'on la revoit au jour où on la relit, mais parce qu'elle nous a plu par le passé, et essayer de gommer ses défauts sous prétexte que c'est pas possible qu'on ait aimé un truc négatif. Là, il y a toute une flopée de problèmes, je pense, qui se soulèvent et qui ne sont pas propres à notre objet, qui est celui de notre expérience de lecture. Mais donc,
pour moi, dans la relecture, il y avait donc ce côté du rapport à l'œuvre, du rapport à soi, en fait. Comment moi j'ai évalué et comment le dialogue avec l'œuvre va être va être modifié par l'évolution de ce que moi j'ai vécu. En fait, pour moi, la relecture, c'est l'expérience de notre propre changement, en quelque sorte, dans ton rapport à l'œuvre. Si ton rapport à l'œuvre change, et si c'est un bouquin imprimé, il y a peu de risques que ce soit l'œuvre qui ait changé. Si ton rapport change, c'est que c'est bien toi et ton regard qui a changé. Oui, et en même temps, j'ai envie de dire, il faut surligner et mettre en gras si l'œuvre, c'est un livre imprimé. Oui. Parce que moi, je ne crois pas que ce soit ça, l'œuvre. Pour moi, l'œuvre, c'est un rapport, justement. Et en fait, chaque lecture... en fait, plus je réfléchis à ce qui se passe quand je lis, etc., et plus je me rends compte que l'œuvre, bien sûr, elle part de quelque chose qui est fixe, qui est le moment où l'auteur a décidé que c'était plus à lui ou elle de continuer, mais c'était au lecteur. Mais justement, c'est un dialogue sans fin entre du sujet, le sujet de l'œuvre, et l'intersujet que devient chaque lecteur, en fait. Non, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, pour toi, de toute façon, l'acte de lecture, c'est ce qui rend l'œuvre... c'est ce qui fait œuvre, en fait. Oui, mais pas l'acte de lecture, le fait de déchiffrer les mots, on est d'accord. Hein. Je dis ça aussi oui, non, mais... pour les personnes qui nous écoutent. L'acte de lecture au sens fort de ce qui se passe en nous quand on lit, quoi. Mm-hmm. C'est ça qui est l'œuvre, en fait. Et le livre lui-même, à partir duquel on le lit, c'est un déclencheur. C'est un peu, ça a l'air un peu mystique comme ça, mais en fait, je pense que c'est très ordinaire. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de voir les choses sous cet angle. Pour moi, l'autre question qui se pose, c'est pourquoi on va relire, en fait. Qu'est-ce qui nous pousse à ressaisir un livre? Moi, je suis assez perdue entre ces deux options de est-ce que j'ai envie de lire d'autres choses ou est-ce que j'ai envie d'ancrer profondément quelque chose en moi? Est-ce que j'ai envie de relire ou est-ce que j'ai envie de lire? Et c'est deux pôles différents et c'est deux pôles qui se battent en général quand je suis devant ma bibliothèque. Effectivement, est-ce qu'on lit quelque chose de nouveau ou est-ce qu'on relit quelque chose? Il ne s'agit pas de relire les 5 mêmes classiques en boucle. Mais il y a quelque chose qui, dans ce qu'on attend de la lecture, en fait, qui doit s'interroger. Qu'est-ce que j'attends de la lecture et du coup, si je veux ça, est-ce qu'il vaut mieux que je lise un livre nouveau ou un livre que j'ai déjà lu? Bah, après, est-ce que c'est vraiment une question différente? C'est ça, c'est est-ce qu'on va considérer que la lecture est une nouvelle lecture et à ce moment-là, elle rejoint exactement le fait de lire un nouveau livre. Oui, c'est juste. Moi, je vois un petit peu ça comme ça, à vrai dire. Mais du coup, si on va considérer la relecture comme une première lecture, qu'est-ce qui, toi, parce que toi tu vois ça comme quelque chose d'essentiel, le processus de relecture, toi, qu'est-ce qui te semble si essentiel dans cette démarche de relecture? Alors, pour moi, et c'est assez personnel, hein, ça c'est pas un truc raisonné, mais la première lecture n'est pas une lecture, ou c'est une non-lecture. On est plongé dans un océan et il y a une autre image qui s'impose à moi quand je pense à la première lecture, c'est vraiment l'idée de voir quelqu'un à contre-jour, tu vois. Ok. Tu ne discernes que les contours. Tu vois la silhouette, mais en fait tu vois pas le reste. Et une fois que tes yeux se sont accoutumés à toutes ces informations qui sont bombardées sur toi, là, tu peux prêter attention à tout le reste. Et je dis ça sans hiérarchiser, c'est-à-dire que ça dépend des gens. Il y a des gens qui, dans leur première lecture, peut-être ils vont faire gaffe à l'histoire, mais d'autres peuvent faire gaffe juste au style ou à tel ou tel personnage. Tu sais, toi, tu disais pour Fred Vargas, tu te souvenais que de ça, etc. Et évidemment, c'est difficile d'en parler sans faire des généralités, mais j'ai envie de dire,
la première lecture, elle ne vit... C'est une non-lecture aussi parce elle ne se vit qu'après coup. Quand tu la lis, en fait, t'as pas de point de repère où t'accrocher, et c'est toujours dans la mémoire que tu as de cette première lecture que tu reprends l'œuvre. Enfin, je sais pas, c'est un petit peu confus, mais c'est comme ça que j'argumenterais le fait qu'on ait un livre, on l'a pas vraiment lu si on l'a pas relu. Moi, c'est plus toujours un rapport à la mémoire. C'est que lire 2 fois, j'ai l'impression que ça va vraiment me faire absorber le livre et ce qu'il contient. Le fait qu'on n'arrête pas de dire comme ça qu'on aime bien relire et que c'est intéressant de relire, etc., moi, ça me fait penser au fait que, enfin, à la question du moment où une lecture commence vraiment. Est-ce qu'une lecture commence à partir du moment où on lit le premier mot de la première page, ou est-ce que pour qu'il y ait vraiment lecture, c'est-à-dire que pour que cette lecture signifie quelque chose, qui ait un rapport qui s'installe, une compréhension ou un intérêt, il faut qu'il y ait un déclic, quelque chose. Il faut qu'il y ait une compréhension ou une entrée dans le texte. Et ça peut arriver n'importe quand. Ça peut même ne jamais arriver. Et je pense que pour beaucoup de nos camarades qui aiment un peu moins lire que nous, Madame Bovary à 16 ans, c'était la meilleure façon de leur faire ne jamais lire Madame Bovary. Et pourtant, ils l'ont lu. Oui. Enfin, ou pas, d'ailleurs. Oui, alors ça, c'est encore un autre problème. Mais je pense que même ceux qui l'ont lu du début à la fin, parfois, quand j'en discute avec eux, et que j'entends ce qu'ils pensent de ce livre très sincèrement, hein, avec arguments et tout, c'est pas du tout un défaut de compréhension de leur part, mais on n'a pas lu le même livre, et en fait, pour le dire d'une autre façon, ben oui, il y a des gens qui n'ont pas lu Madame Bovary parce qu'on les a forcés à le lire à un moment où c'était pas possible pour eux, en fait, de le lire. Oui. J'ai eu cette discussion exactement hier avec une amie qui a relu, qui est en train de lire, pas qui a relu, mais qui est en train de lire La Curée de Zola, qui est sur le milieu bancaire 19e et sur les placements, et surtout sur les placements immobiliers. Et pour 0 raison, et je ne saurais pas l'expliquer, j'ai essayé de lire ça quand j'étais en CM2. Et c'est le premier Zola que j'ai eu entre les mains, et donc en CM2, je me suis dit, allez, c'est parti. Et je pense l'avoir lu, mais vraiment mécaniquement. J'ai tout lu, j'ai rien pigé, et je me suis dit, Zola, c'est trop nul. Ce qui fait que je n'ai pas retouché un Zola avant la L3, donc avant mes 20-21 ans. Parce que, et voilà, et maintenant, et je n'ai jamais relu La Curée, hein, de fait, mais j'ai vraiment toujours ce moment un peu particulier de ce traumatisme d'avoir essayé de lire La Curée en CM2. Et donc là, la pote qui me dit qu'elle l'a lu, j'étais là, moi aussi. Mais autant te dire que ça n'a pas été très fructueux. Je l'ai lu, mais je l'ai pas lu, en fait. C'est ça qui est sur l'histoire. Et peut-être que si je le relisais aujourd'hui, ça me ferait un truc bizarre. Peut-être que j'aurais des vagues souvenirs. Tu sais, peut-être qu'il y aurait certaines pages, je me dirais, ah, mais oui, effectivement, j'ai déjà eu ça sous les yeux. Alors que là, j'ai aucun souvenir. Hein. Mais je serais amusée de voir s'il m'en reste des choses, en fait. Ouais. Il paraît qu'il y a une très belle description de fromage, je crois, dans La Curée. Ah bah, j'adore le fromage. Argument absolu pour me faire relire quelque chose. Voilà. Alors donc là, puisqu'on parlait de relecture, on est reparti un peu dans notre expérience en tant que lecteur. Donc normalement, on a choisi des extraits d'œuvres qu'on a beaucoup relus, toi et moi. Et je peux commencer par un petit extrait. Allez. Alors, c'est parti, mon petit kiki. Certains jours, l'absence d'espace devenait tyrannique. Ils étouffaient. Mais ils avaient beau reculer les limites de leurs 2 pièces, abattre des murs, susciter des couloirs, des placards, des dégagements, imaginer des penderies modèles, annexer en rêve les appartements voisins, ils finissaient toujours par se retrouver dans ce qui était leur lot, leur seul lot, 35 mètres carrés. Des arrangements judicieux auraient sans doute été possibles. Une cloison pouvait sauter, libérant un vaste coin mal utilisé.
Un meuble trop gros pouvait être avantageusement remplacé. Une série de placards pouvait surgir. Sans doute, alors, pour peu qu'elle fût repeinte, décapée, arrangée avec quelque amour, leur demeure eût-elle été incontestablement charmante, avec sa fenêtre au rideau rouge et sa fenêtre au rideau vert, avec sa longue table de chêne un peu branlante, achetée aux puces, qui occupait toute la longueur d'un panneau, au-dessus de la très belle reproduction d'un portelan, et qu'une petite écritoire à rideau second empire, en acajou incrusté de baguettes de cuivre, dont plusieurs manquaient, séparés en 2 plans de travail, pour Sylvie à gauche, pour Jérôme à droite, chacun marqué par un même buvard rouge, une même brique de verre, un même pot à crayon, avec son vieux bocal de verre serti d'étain, qui avait été transformé en lampe, avec son décalitre à grains en bois, déroulé, renforcé de métal, qui servait de corbeille à papier, avec ses 2 fauteuils hétéroclites, ses chaises paillées, son tabouret de vacher. Et il se serait dégagé de l'ensemble propre et net, ingénieux, une chaleur amicale, une ambiance sympathique de travail et de vie commune. Est-ce que c'est les choses de Pérec ? C'est les choses de Pérec. J'ai douté quand il y a eu des noms de personnes qui sont arrivés. Eh oui. Mais je les ai lus justement en me disant que ça ne disait rien du livre. Ouais, complètement. Moi, au contraire, ça a failli me faire douter. J'avais l'impression qu'il y avait vraiment pas, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon là, je peux clairement lire les prénoms sans problème, parce que c'est un livre où il y en a peu, même si donc il s'appelle Jérôme et Sylvie. Donc moi, de manière générale, j'ai hésité. Je voulais sortir un Pérec, parce que j'adore Georges Perec. Et récemment, j'ai pu me reconfronter à La vie mode d'emploi, que je rêve de relire, que j'aime d'amour. Mais les choses, c'est celui que j'ai découvert en premier, c'est celui que j'ai le plus lu. Ouais. Sachant que je l'ai beaucoup lu, ça m'amusait aussi de le relire actuellement, où on parle beaucoup de cultiver son intérieur, de son rapport au chez-soi. Et voilà, et l'extrême faisait rire, en fait. Ça me faisait rire d'en sortir celui-là. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a tout cet extrait-là particulièrement, c'est un extrait sur l'insuffisance de l'espace qu'ils ont. Donc, comme les choses, c'est en grande moitié 2 jeunes gens de la classe moyenne, culturellement plus, tu vois, ils ont pas beaucoup d'argent, mais par contre, ils ont des aspirations petits bourgeoises. Ce sont des bobos, disons-le. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est la catégorie sociale qu'on nommerait de manière anachronique bobo, en fait. C'est qu'ils ont peu d'argent, mais ils aimeraient en avoir beaucoup, et voilà, leur fameux 35 mètres carrés ne leur suffit pas. Et voilà, avec les histoires de confinement, on parle beaucoup de la différence de vécu que cela amène. Il y a eu la polémique Slimani, je pense que tu l'as vu passer, sur est-ce que ça raconte la même chose de rester enfermé dans 11 mètres carrés ou dans une grande bâtisse à la campagne? Clairement non, et Georges Perec, il le dit en quelque sorte déjà sur comment on vit son rapport aux choses, mais son rapport à l'espace. Comment se créer un nid, ça reste... Moi, les choses, justement, quand je l'ai lu, quand j'étais ado, je me rappelle c'était une prof que j'adorais, mais qui avait vraiment cette lecture de critique de la société de consommation. On était très, très critique vis-à-vis de ces personnes. Et moi, en grandissant, je me suis rendu compte que je le relisais parce que je les aime bien, ces gens. Ouais. Parce que j'aime bien aménager mon chez-moi. Ça me semble moins futile que ça ne me le semblait dans mon adolescence. Ouais. Et j'ai quand même cette portée critique sur moi-même. Ce livre, en grandissant, il m'aide aussi à questionner moi, pourquoi je me retrouve dans certains de ces personnages, alors que la première fois qu'on me l'a fait lire, on m'a dit justement que c'était plutôt risible, en fait, leur attitude. Ouais. Je me demande, est-ce que Perec s'en moque vraiment, ou est-ce que lui-même, Enfin, voilà, en tout cas, oui, cette histoire de... ça peut être très bourgeois comme configuration, mais moi, cette histoire de construire, de placer des choses, etc. Je me suis mis, comme beaucoup de monde, à jouer à Animal Crossing, et c'est exactement ce dont il s'agit dans ce jeu, c'est-à-dire que tu construis ta maison et tu la remplis avec des choses. Donc finalement, Nintendo lecteur de Pérec, point d'interrogation. C'est très mignon.
Eh bien, nous t'écoutons. Est-ce que tu as choisi une lecture mignonne? Alors, donc, petit avertissement, je n'aurai que 2 lectures aujourd'hui, mais la deuxième sera fort longue, donc c'est pour ça. C'est pas du tout parce que j'en ai trouvé que 2. Alors, vous allez tout de suite savoir de quoi il s'agit, c'est pas grave, le but c'est pas seulement de deviner. Il ouvrit la porte d'une main tremblante et en faisant un bruit effroyable. Il y avait de la lumière, une veilleuse brûlait sous la cheminée. Il ne s'attendait pas à ce nouveau malheur. En le voyant entrer, Madame de Rênal se jeta vivement hors de son lit. « Malheureux !» s'écria-t-elle. Il y eut un peu de désordre. Julien oublia ses vains projets et revint à son rôle naturel. Ne pas plaire à une femme si charmante lui parut le plus grand des malheurs. Il ne répondit à ses reproches qu'en se jetant à ses pieds, en embrassant ses genoux. Comme elle lui parlait avec une extrême dureté, il fondit en larmes. Quelques heures après, quand Julien sortit de la chambre de Madame de Rênal, on eût pu dire, en style de roman, qu'il n'avait plus rien à désirer. En effet, il devait à l'amour qu'il avait inspiré et à l'impression imprévue qu'avait produite sur lui des charmes séduisants, une victoire à laquelle ne l'eût pas conduit toute son adresse si maladroite. Bon, bah là, de toute façon, même si t'avais pas vendu la mèche, je saurais, parce que Madame de Rênal, forcément, on l'identifie au rouge et le noir. Et pourquoi ce choix dans le thème de la relecture? Pourquoi ce choix dans le thème de la relecture? Donc c'est un roman que j'ai lu 3 fois, enfin à 3 moments, parce qu'en plus la troisième fois je l'ai relu beaucoup, plusieurs fois, puisque c'était pour un concours que je n'ai jamais passé. Et en fait, c'est la deuxième chose. Je parlais tout à l'heure du nom de Monsieur Valenod ou Valenod. Et c'est la deuxième chose qui... En fait, ça, c'est quand je l'ai relu la première fois à la fac, je me suis dit, mais attends, mais j'avais jamais compris qu'ils avaient couché ensemble. Et donc, moi, à 25 ans, je me disais, ah, oh là là, ce livre... mais... parce qu'en fait, à 15 ans, toute cette histoire de rien à désirer et de la victoire, etc., j'avais pas compris qu'ils avaient couché ensemble. Ah, mais je pense qu'il y a... Ça, c'est marrant, sur toutes les allusions sexuelles des livres. Ouais. Moi, mes quatrièmes, souvent, je faisais lire La mécanique du cœur de Malzieu. Mm-hmm. Et il y a une page qui me semble extrêmement sexuelle. Mm-hmm. Je dis pas sensuelle, hein, vraiment sexuelle. Où, en gros, elle explique qu'elle triture ses aiguilles et que son cœur s'emballe. Enfin, il y a vraiment... Enfin, vraiment, ça me paraît très explicite. Ouais. Et je me suis dit, bon, il y a peut-être un moment où je vais avoir quand même un parent sur le dos. Bon, en me disant que, bon... ça allait, c'était pas non plus... C'était très métaphorique, mais... Enfin, voilà. Et en fait, je me rends compte qu'il y a aucun gamin qui alors qu'ils ont tendance à vite dire oh madame, enfin quand je leur ai fait lire La chevelure de Maupassant, ils étaient tous là, madame, il y a des trucs un peu coquins, tout ça, alors que dans La mécanique du cœur, il y en a jamais aucun en 3 ans qui est venu me dire quand même et je pense que juste il y en a aucun qui le voit. Ouais. Comme ça parle d'horloge, d'aiguille, et que oui, elle triture son horloge, mais à quoi bon? Oui, ça, je pense que t'as un éveil à la métaphore ou au non-dit, comment, à l'implicite, ouais, c'est ça. qui se développe. C'est la gaze, comme disaient les gens du XVIIIe siècle. La gaze? La gaze, tu sais, cette espèce de tissu transparent. Ah, d'accord. Et en fait, dans les discours sur le style, ils disent, c'est Crébillon fils, je crois, qui est le maître de la gaze, parce que ça cache sans cacher, mais il faut encore le comprendre, quoi. Je passe à la suite. Allez. Alors, sous le bonheur, la crispation de l'aisance gagnait à l'arracher. Je n'ai pas 4 bras, même pas une minute pour aller au petit endroit. La grippe, moi, je la fais en marchant, etc. Chant quotidien. Comment décrire la vision d'un monde où tout coûte cher? Il y a l'odeur de linge frais d'un matin d'octobre, la dernière chanson du poste qui bruit dans la tête. Soudain, ma robe s'accroche par la poche à la poignée de vélo, se déchire. Le drame, les cris, la journée est finie. Cette gosse ne compte rien. Sacralisation obligée des choses. Et sous toutes les paroles, des uns et des autres, les miennes, soupçonnées des envies et des comparaisons. Quand je disais, il y a une fille qui a visité les châteaux de la Loire, aussitôt fâchée, tu as bien le temps d'y aller, sois heureuse avec ce que tu as. Un manque continuel, sans fond. Mais désirer pour désirer, car ne pas savoir au fond ce qui est beau, ce qu'il faudrait aimer.
Mon père s'en est toujours remis au conseil du peintre, du menuisier, pour les couleurs et les formes, ce qui se fait. Ignorer jusqu'à l'idée qu'on puisse s'entourer d'objets choisis un par un. Dans leur chambre, aucune décoration, juste des photos encadrées, des napperons fabriqués par la fête des mères, et sur la cheminée, un grand buste d'enfant en céramique que le marchand de meubles avait joint en prime pour l'achat d'un cozy corner. Leitmotiv, il ne faut pas péter plus haut que l'onda. Alors, Cozy Corner. Non, je ne trouverai pas. Alors c'est du Annie Ernaux. Mais c'est pas vrai. Ça faisait partie des choses que j'avais envie de dire, mais je me suis dit non, Cozy Corner, Annie Ernaux, c'est quand même. La place, c'est de 80. C'est un livre de 83. 83, ouais, ok. Ouais. Donc La place, c'est le livre sur le rapport à son père, principalement. Et donc c'est un livre que j'ai beaucoup lu, c'est un livre que j'ai fait lire à ma mère. Il y a une trajectoire familiale un peu commune à la mienne, tu vois, Ouais. des grands-parents ouvriers agricoles, une mère instite. Enfin, moi, ma mère est instite et moi, je suis prof. Enfin, tu vois, il y a. Ouais. Et puis voilà, j'ai une obsession pour les bouquins supérieure à celle que pouvait avoir ma mère. Ouais. Et ma mère a fait des études que ma grand-mère n'a pas fait. Enfin, tu vois, il y a quand même un ascendant culturel validé, on va dire, connu. Et j'ai toujours adoré ce livre d'Annie Ernaux, dans le rapport à moi. Hein. Je l'ai lu quand j'étais en seconde, en même temps que les choses d'ailleurs, à quelques mois d'écart. Et j'en parlais avec une collègue de mon ancien collège que j'appréciais beaucoup, enfin que j'apprécie toujours beaucoup, mais que je vois moins, et qui me disait mais moi je peux pas la place, c'est trop proche de moi et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de mépris pour le milieu duquel elle vient. Alors que moi c'est une lecture que j'ai pas. Moi j'ai pas du tout l'impression qu'il y ait du mépris, alors que ma collègue elle dit mais moi je peux pas le lire parce que c'est ce que j'ai ressenti à une époque quand je suis allée en prépa et que je revenais dans la ferme de mes parents et je me disais oh là là les bouseux ils savent pas ce qui est beau, ils savent pas ce qui est bien. Et plus je vieillis, plus je me dis que eux avaient en partie raison et que moi aussi je suis passée à côté de choses que ils avaient vécues. Enfin voilà. Et c'est marrant parce que c'est une lecture, enfin en tout cas dans les milieux où je traîne, j'ai l'impression que c'est une lecture qui parle à tellement de monde. Tu vois, je pense que je pense que je fréquente essentiellement des gens un peu intello, mais qui viennent souvent de. Enfin, j'ai très peu d'amis dont les parents étaient déjà notaires, médecins. Tu connais beaucoup d'intellos, mais qui sont les premiers intellos de la famille. Voilà. Et du coup, t'as une relecture perpétuelle de Enfin, j'ai une relecture assez régulière de ce livre à travers ce que m'en disent les gens, en fait. Comme il fait écho à beaucoup de monde, et ben j'ai l'impression que toute personne qui m'en parle m'amène à le relire sous un autre angle. Ouais. Voilà, parce que moi, au contraire, j'ai l'impression que c'est une relecture de sa relation avec son père. C'est au contraire assez. Moi, j'ai l'impression qu'elle rend une dignité à la vie de son père, de sa mère, de sa grand-mère, alors que ma collègue avait l'impression que c'était trop méprisant d'après elle. Et comme quoi, on retrouve beaucoup de ce qu'on apporte inconsciemment dans sa lecture. Dans sa lecture, voilà. Et voilà. Et moi, c'était la relecture à travers le regard des autres. Et ne serait-ce que dans ce podcast, quand tu me parles, bah, tu vois, là, j'ai envie de relire Sarraute, j'ai envie de relire des choses dont tu me parles parce que tu m'en parles. Bien sûr. Et parce que la manière dont tu m'en parles m'invite à aller le chercher. Ouais, tout à fait. Et donc, ton deuxième extrait. Alors, mon deuxième extrait est un petit peu long. Ton extrait fleuve, c'est bien ce que je disais. Mon extrait fleuve, pardon. Mais non, en fait, c'est juste que c'est 2 pages, quoi, et donc je n'en aurai pas d'autres. Donc accrochez-vous, mais Isabelle revient bientôt, mais bon, pour l'instant, vous êtes avec moi. L'éternel retour est une idée mystérieuse, et avec elle, Nietzsche a mis bien des philosophes dans l'embarras. Penser qu'un jour, tout se répétera comme nous l'avons déjà vécu, et que même cette répétition se répétera encore indéfiniment? Que veut dire ce mythe loufoque? Le mythe de l'éternel retour affirme, par la négation, que la vie qui disparaît une fois pour toutes, qui ne revient pas, est semblable à une ombre, est sans poids, est morte d'avance, et, fût-elle atroce, belle, splendide, cette atrocité, cette beauté, cette splendeur ne signifient rien.
Il ne faut pas en tenir compte, pas plus que d'une guerre entre deux royaumes africains du XIVe siècle, qui n'a rien changé à la face du monde, bien que 300 000 Noirs y aient trouvé la mort dans d'indescriptibles supplices. Cela changera-t-il quelque chose à la guerre entre deux royaumes africains du XIVe siècle, si elle se répète un nombre incalculable de fois dans l'éternel retour ? Oui, elle deviendra un bloc qui se dresse et perdure, et sa stupidité sera sans rémission. Si la Révolution française devait éternellement se répéter, l'historiographie française serait moins fière de Robespierre. Mais comme elle parle d'une chose qui ne reviendra pas, les années sanglantes ne sont plus que des mots, des théories, des discussions. Elles sont plus légères qu'un duvet, elles ne font pas peur. Il y a une infinie différence entre un Robespierre qui n'est apparu qu'une seule fois dans l'histoire et un Robespierre qui reviendrait éternellement couper la tête aux Français. Disons donc que l'idée de l'éternel retour désigne une perspective où les choses ne nous semblent pas telles que nous les connaissons. Elles nous apparaissent sans la circonstance atténuante de leur fugacité. Cette circonstance atténuante nous empêche en effet de prononcer un quelconque verdict. Peut-on condamner ce qui est éphémère ? Les nuages orangés du couchant éclairent toute chose du charme de la nostalgie, même la guillotine. Il n'y a pas longtemps, je me suis surpris dans une sensation incroyable. En feuilletant un livre sur Hitler, j'étais ému devant certaines de ses photos. Elles me rappelaient le temps de mon enfance. Je l'ai vécu pendant la guerre. Plusieurs membres de ma famille ont trouvé la mort dans des camps de concentration nazis, mais qu'était leur mort auprès de cette photographie d'Hitler qui me rappelait un temps révolu de ma vie, un temps qui ne reviendrait pas. Cette réconciliation avec Hitler trahit la profonde perversion morale inhérente à un monde fondé essentiellement sur l'inexistence du retour, car dans ce monde-là, tout est d'avance pardonné, et tout y est donc cyniquement permis. Est-ce que c'est un roman ? Oui. Ah. Ça ne m'aide pas. Alors, je suppose que c'est quelque chose que tu as beaucoup relu. En fait, pas tant que ça. Au sens 1 du dictionnaire de la relecture. Ah. Mais je l'ai relu. Déjà, forcément, c'est si les photos d'Hitler font penser à l'auteur, à l'enfance de l'auteur, on est forcément deuxième partie 20e. Oui, ceci dit, qui te dit que ce jeu est celui de l'auteur ? Oui, mais forcément. Oui, disons que Hitler a existé dans le monde de cet auteur. Oui, ça n'a pas pu être écrit avant 1945, tu vois. Voilà. C'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai, ça pourrait être du 20e. Mais en tout cas, c'est forcément après la Seconde Guerre mondiale, mais ça m'aide pas, parce que forcément, c'est un... Alors, il cite Nietzsche. Non, vraiment, je donne ma langue au chat, parce que j'ai pas d'imaginaire qui se développe par rapport à ce type d'écriture. Très bien. Donc, je peux partir trop dans tous les sens. Donc... c'est la première page de L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Oh ! Ah bah tu vois, c'est pas du tout l'imaginaire que je mettais derrière ce qu'il peut écrire. Tout à fait. Et j'adore ces deux premières pages. Rien que là, en le relisant, je trouve ça juste trop drôle, quoi. Il y a des choses chez Kundera que je relis avec moins de plaisir. Je parlais dans un autre épisode de son côté vieux con. Par exemple, quand on en reparlera quand on fera un épisode consacré à Proust. Sur les vieux cons. Alors, moi j'ai dit consacré à Proust. Après, tu tires les conclusions que tu veux. Mais donc on y reviendra. Je tease un petit peu comme ça. Je vous en dis pas plus, mais je sais que, enfin, je me souviens que dans certaines choses dont il parle de sa lecture de la recherche, il y a un petit côté vieux con. Mais ça, je trouve ça prodigieux, quoi. Comment c'est écrit, les idées, les mots, les phrases. En fait, je l'ai choisi donc parce que je l'ai relu et parce que ça parle de la question de la répétition. Oui, c'est l'éternel retour, donc. Voilà. C'est le premier mot, d'ailleurs, je crois. C'est tout à fait, c'est ça. Alors, si je veux enchaîner, moi aussi j'ai fait un peu ma fifole. Alors, je sais pas si ça te va, mais j'ai choisi du 2 en 1. Ok. C'est-à-dire que j'ai envie de te lire 2 extraits d'un même auteur pour t'aider, en fait. D'accord. De 2 livres différents. Ok. Donc, le premier... Mescaliès collectionnait les chaises, et Victor les brûlait. C'était l'ordre des choses. Les chaises étaient toutes les mêmes.
empilés par centaines dans l'appartement inoccupé du rez-de-chaussée. Une nuit, Victor avait manqué de cajot pour entretenir le feu dans la chambre de Max. Comme la bonbonne de gaz de l'unique radiateur était vide et la discussion passionnée, il avait trouvé naturel de brûler une chaise, puis d'autres. Ensuite, lorsqu'il avait redécouvert la réserve inépuisable du rez-de-chaussée, c'était devenu une habitude. Mescaliès l'alimentait en permanence. Plusieurs fois par mois, il rapportait des chaises et s'enfermait pendant une partie de la nuit. Victor entendait une clé tourner dans la serrure. Il s'immobilisa. Ce ne pouvait être que Mescaliès qui arrivait un peu plus tôt que prévu. Voilà, premier extrait donc. Et donc, deuxième extrait du même auteur, mais pas du même livre. Ses parents pleuraient sans cesse. Tout allait mal depuis qu'il était parti. Les mots disaient le contraire, les mains faisaient autre chose, et les repas n'avaient plus de goût. Il prépara un bon repas dans la grande marmite de fête. Pour le goût, il mit sa cape et les dernières gouttes du ruisseau de larmes. Après le repas, qui dura 7 heures et qui avait 14 desserts ordinaires et 28 extraordinaires, tout le monde dansa la grande danse de la joie joufflue. Le lendemain, au petit matin, toute la famille se mit au travail pour reconstruire la maison exactement comme avant, sans rien changer. Quelques jours plus tard, il regarda son petit soleil qui était monté dans le ciel. Il pensa à la planète morte et se souvint qu'il avait vu une princesse se réveiller en même temps que le soleil. Il lui restait donc une chose à faire, aller chercher la princesse et l'épouser, si elle le voulait bien. Voilà, deuxième extrait. C'est très curieux parce que, surtout le début de chaque extrait, j'avais l'impression que tu me lisais quelque chose que j'avais déjà entendu, j'ai déjà lu. Donc c'est que c'était une relecture pour moi. Et en même temps, je serais incapable de dire si j'ai déjà lu ça. Alors, il me semble qu'il y en a un des deux qu'il est possible que tu aies lu. Mm-hmm. L'autre, j'ai plus de doutes. D'accord. Mais ça fait écho. Je pourrais le dire à tout le monde, pas à toi en particulier. Ouais. Eh bien, dis-nous donc. Eh bien, je te dis, c'est mon auteur absolument favori depuis très longtemps, et qui, comme tous mes auteurs favoris, est un homme dont le nom commence par la lettre P, donc un peu Proust et Pérec. Nous avons surtout... Ah non, ce n'est pas Pénac, que j'ai très peu lu d'ailleurs. C'est Claude Ponty. Ah, le fameux. Le fameux. Et donc le deuxième extrait que j'ai lu, c'est la fin d'Okilélé, qui était mon album préféré quand j'étais petite. Alors que le premier extrait était un morceau de son roman pour adultes, Est-ce qu'hier n'est pas fini, qui est le livre que j'ai le plus lu, je pense, dans ma vie, depuis que j'ai 15 ans. D'accord. Et pourquoi je l'ai choisi, c'était pas pour le simple plaisir de mettre ça en avant, c'est parce que il y a vraiment un jeu de relecture là-dedans, qui est, donc quand j'étais en seconde et que j'avais ma carte de bibliothèque adulte, enfin dans la bibliothèque de mon enfance, tu avais le rayon enfant à l'étage et le rayon adulte au rez-de-chaussée. Mm-hmm. Et depuis que j'étais toute petite, comme alors je sais plus, il y a une directrice d'école, enfin qui faisait une lecture de Bourdieu en disant que les enfants qui s'en sortent bien à l'école, c'est ceux à qui on a lu Claude Ponty quand ils étaient petits, en gros. Par rapport au milieu social que ça pouvait donner. Donc moi, voilà, très petite, on m'a mis les Claude Ponty, peut-être pas dans les mains, mais en tout cas, comme j'allais à la bibliothèque, je les lisais forcément. Mm-hmm. Et sans savoir que c'était Claude Ponty. Pour moi, c'était un auteur, et puis basta. Ouais. Enfin, c'était des histoires, mais quand t'es petit, tu t'en fiches de qui les a écrites. Ouais. Et puis, plus grande, j'ai appris que c'était quand même des livres de Claude Ponty. Mais voilà, j'avais gardé l'ambiance de ces livres qui sont quand même très particuliers, avec plein de détails fouillés, plein de choses un peu inquiétantes. Et puis, quand j'avais 15 ans, 14-15 ans, je me baladais dans les rayons adultes, et puis je vois Claude Ponty, dans les romans. Et je me dis, oh bah tiens, c'est marrant, c'est le même nom que celui qui fait les albums. Et effectivement, c'est la même personne. Mm-hmm. Et il a publié plusieurs romans, et c'est toujours des romans extrêmement sombres, extrêmement... Ça parle souvent de maladies mentales, ça parle assez facilement de
de viol. Enfin voilà, c'est des choses assez sombres, très loin de ce qu'on imaginerait écrit par quelqu'un qui fait des albums pour enfants à l'appel, hein, vraiment. Je pense que Claude Ponty, c'est clairement un des auteurs jeunesse les plus connus actuellement. Et voilà, donc je me suis passionnée absolument pour son œuvre. Lui, il appelle ça ses romans vieillesse. Donc voilà, je me suis passionnée pour son œuvre vieillesse. Et ça m'a amenée à l'âge adulte, ou en tout cas adolescente, à relire ses albums. Et le fameux Okilélé, que j'adorais quand j'étais petite parce qu'il commence par quand il est né, Okilélé n'était pas beau. Ses parents, ses frères et sa sœur s'écrièrent Okilélé. Okilélé pensait que c'était son prénom. Voilà. Et chaque fois qu'il l'entendait, il se précipitait. Donc voilà, c'est l'histoire d'Okilélé qui est différent de sa famille, qui est moche. Et notamment, ses parents n'arrêtent pas de le gronder. Et l'histoire commence, alors il dit, après que les gens se fâchent contre lui, il dit « Alors il se cachait sous l'évier pour pleurer. Il y restait des heures entières, et là, on le laissait tranquille et même on l'oubliait. » Donc voilà, il raconte ce qu'il fait sous l'escalier, jusqu'à un jour de grande colère, et il dit ses parents entrèrent dans une grande colère. Il eut tellement peur qu'il ne put plus rien dire d'autre que « Pitrouille, pitrouille !» Mais ses parents ne sortirent pas de leur colère. Ils ne voulaient plus le voir, qu'il retourne dans son trou et qu'il y reste, jusqu'à la fin des fins. Son père prit des briques et du ciment et l'enferma sous l'évier. Et voilà, et c'est là que commence l'histoire d'Okilélé, qui va essayer de s'enfuir de sous l'évier en creusant, et il va vivre une grande aventure. Il est tombé chez les Maxi-Monstres. C'est un peu... ce serait un croisement intéressant. Et donc moi je t'ai lu la fin, où Okilélé retrouve ses parents, et il fait tout pour les réconforter, parce que depuis qu'il est parti, tout va mal, et il reconstruit une belle maison, et il danse la fameuse grande danse de la joie joufflue. Et en le relisant à l'âge adulte, je me suis dit, mais quelle horreur! Enfin, clairement, on est sur un gamin qui se fait martyriser par ses parents. À la fin, son père l'emmure sous l'évier, quoi. Et à la fin, les pauvres parents sont punis parce que depuis qu'il est parti, plus rien ne va. Mais on oublie complètement pourquoi il s'est enfui Okilélé? C'est pas il est parti parce qu'il en avait marre. Il s'est fait emmurer vivant par son père. Ouais. J'ai trouvé ça marrant, cette cruauté absolue du début que je voyais pas quand j'étais petite. Enfin voilà, il y a les parents qui se fâchent, qui mettent le. Oui. Et voilà, et je me dis en fait, quand j'ai lu les livres pour adultes de Claude Ponty, je me suis dit ah là là, c'est marrant qu'un auteur jeunesse écrive des choses aussi sombres. Mais quand tu relis ces livres pour enfants, il y a une cruauté, il y a enfin, moi la scène où tu vois et c'est parce que je le lis avec mes yeux de personnes de mon âge, du 3e âge très clairement, mais moi le petit gamin là qui devant ses parents se fait tout petit, se recroqueville et crie pitrouille, pitrouille, enfin moi ça me fend le cœur actuellement, tu vois. Ouais. Alors que quand j'étais petite, finalement, je pense que j'étais moins émue que ça par la détresse du gamin qui est décrit, quoi. Ouais, c'est un peu... on parlait de la compréhension de la métaphore tout à l'heure, mais il y a aussi moi, en vieillissant, je me rends compte d'une exacerbation de mon empathie pour les personnages fictionnels. J'ai beaucoup plus d'empathie à tous les degrés. C'est-à-dire que si quelqu'un se fait casser le bras dans une série, moi, je sais que fut un temps, ça me faisait pas serrer les dents, mais là, maintenant, j'ai passé une limite où je m'imagine pouvoir subir la même souffrance. D'accord. Et je me demande si, enfin, il y a quelque chose de ça chez les enfants. En fait, il y a quelque chose, quand t'es petit, tu fais pas le rapprochement avec toi, en fait, peut-être, ou autrement, quoi. Tu te dis pas, je sais pas. Mais ça me fait penser à ce que tout le monde dit des contes de Grimm, enfin des contes de Perrault, de Grimm, etc. Et ce que Bettelheim dit dans son truc sur la psychanalyse des contes de fées, où en fait, implicitement et inconsciemment, le dispositif, on va dire, de l'inconscient, parce que j'ai pas envie de dire psychanalytique, mais le dispositif métaphorique, symbolique du conte est reçu très naturellement par les enfants,
et ça leur permet de tricoter des problèmes, en fait. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ce genre d'histoire, typiquement, c'est une manière aussi pour l'enfant de donner du sens à ce qui arrive et de pas se prendre la colère des parents simplement comme un truc qui lui arrive de gens qui sont 3 fois plus grands que lui, etc., mais aussi de se dire, il y a un ordre à tout ça, et ça nous permet, dans notre construction, ces livres d'enfants un peu cruels, de faire face à cette peur, non ? Tu penses pas ? Oui, c'est peut-être pour ça aussi, c'est qu'à la fin, il y a un dénouement. En dépit de ce début particulièrement cruel, à la fin, ils sont tous heureux. Alors que moi, aujourd'hui, je le vois comme une injustice. Comment on peut revenir et complètement... C'est de la propagande adultiste, ça. C'est pour que les enfants ne se rebellent pas. Ne se rebellent pas. Ouais. Non, mais... Ouais, voilà. Mais moi, c'était... J'ai lu Claude Ponty adulte parce que j'avais lu Claude Ponty enfant, et j'ai relu Claude Ponty enfant à l'âge adulte, à l'aune de ce que je connaissais de sa littérature adulte. Et c'est ça que je trouvais c'est intéressant dans le thème de la relecture. Un beau bouclage. Voilà. Très bien. C'est très bien tout ça. Je sais pas si vous avez remarqué qu'on vous a semé des indices tout au long de cet épisode pour le thème de l'épisode suivant. Oui, alors c'était presque pas volontaire, même si je m'apercevais le faire au fur et à mesure. Mm-hmm. Et donc, on vous laisse 5 secondes pour crier tout seul ou autour de vous, aux gens qui écoutent avec vous, ce que vous pensez être le thème suivant. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, Isabelle, de quoi parlerons-nous la fois prochaine ? Nous parlerons a priori de philosophie. Voilà, on va faire... on a fait les chansons, on a fait la BD, donc la suite logique dans ces choses qui sont aux frontières de la littérature, c'était de parler de philosophie. Voilà, donc il nous reste à vous souhaiter 2 bonnes semaines bien confinées. Si vous avez besoin d'un petit peu de contact humain, vous avez notre page Facebook, vous avez notre Twitter, vous avez Instagram. Quoi d'autre ? Mail. Oui, un mail. La langue dans ton oreille @gmail.com. Voilà. Et pour les plus chanceux, le SMS. Waouh. VIP. Très bien. Donc, en ce qui me concerne, j'ai plus rien à leur dire pour cette fois-ci. Moi non plus. Donc, embrassons-les. et voilà. Des léchouilles à travers le masque, alors. Tout à fait. Bonne léchouille.